Pierre Fadenreich, bonsoir. Bonsoir. Alors, juste un petit topo comme ça rapide. Vous êtes cofondateur de Bismart. C'est un média d'alternative économique, en tous les cas, pour parler à tous, avec un langage, en tous les cas, qui est approprié, bien entendu, rigoureux, mais qui s'adresse à tous. Vous avez été directeur général de BFM Business, celui d'ITélé, d'Infosport. On vous a connu dans ce monde sportif très engagé. Et puis, vous avez eu cette magnifique initiative en collaboration avec le CRIF, notamment son président Jonathan Arfi, d'un voyage à Auschwitz. Et il y avait cette phrase que je vous ai empruntée, je vous la rendrai à la fin de l'émission. Le sport et ses valeurs, à l'heure où les sportifs sont des héros des temps modernes, il n'y a pas d'autre choix pour nous que l'exemplarité. Avec Richard Dacoury, je le disais, donc ancien basketteur international, une star et un monsieur absolument généreux et adorable. Consultant sportif lui aussi, d'ailleurs dans plusieurs médias TV. Vous avez organisé le 14 janvier, donc dernier, un voyage à Auschwitz avec des champions, des sportifs, et il y avait la vocation d'avoir aussi ces jeunes espoirs de l'INSEP. Alors dites-nous d'abord un peu du projet, et puis après le bilan. Alors, nous revenons, puisque le 14 janvier, c'était non pas ce dimanche, mais le dimanche précédent. Nous revenons d'Auschwitz avec une quarantaine de champions qui ont fait le voyage, et qui est un voyage pédagogique, qui leur a permis de visualiser évidemment l'effroi, l'abomination raciale, la dévastation antisémite, qui a connu sur cette région de Pologne, donc près de Cracovie, ce qui se fait de plus terrible comme industrialisation de la mort raciale. C'était un voyage qui a permis à ces champions de se rendre compte pour ensuite mieux partager et mieux raconter. Parce que on partait du principe que la connaissance est probablement le premier rempart contre l'obscurantisme et contre les discriminations. Et donc il fallait qu'ils sachent. Désormais, ils savent. Mais ces sportifs-là sont censés quand même avoir été, puisqu'ils sont plutôt jeunes, avoir fait ces voyages de la mémoire, avoir été quand même dans les programmes scolaires, avoir eu vent de la Shoah et d'Auschwitz. Qu'est-ce qui qui a un petit peu initié tout ça? C'est le 7 octobre ou avant ou... Non. Ce voyage était prévu initialement le 26 novembre parce qu'on l'avait préparé depuis septembre dernier. On a reculé le voyage au 14 janvier pour justement éviter une collusion trop proche avec les attentats absolument dramatiques du 7 octobre. Maintenant, vous me parlez de la prétendue connaissance de ces champions sur cet épisode de la Shoah. Je tiens à vous dire qu'ils n'en connaissent rien et le peu qu'ils en connaissent, ce sont des films, ce sont des fictions. Et la fiction est malheureusement très en deçà de la réalité qu'ils ont découvert. Et il était important pour eux de se rendre sur place pour s'en rendre compte. Et quant à l'éducation aujourd'hui de la Shoah dans les écoles françaises, peut-être ne le savez-vous pas, mais il est très difficile pour un professeur d'histoire géo en France de pouvoir enseigner cette séquence d'effroi et d'horreur qui a marqué évidemment l'Europe entière, mais plus précisément pour ce qui concerne les écoliers, les collégiens et les lycéens français, ce qui a été cette séquence entre 1939 et 1945. J'ai une question. Combien de personnes étaient prévues? Est-ce que ce sont des personnes que vous avez sollicitées ou des personnes qui vous ont demandé à participer à ce voyage? Et au final, combien de personnes ont réellement participé au voyage? Alors, personne n'a réclamé et s'est mobilisé comme un seul homme pour venir à ce voyage. Nous les avons tous contactés et tous ceux qui étaient présents dans l'avion l'ont été évidemment avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme, mais c'est nous qui les avons sollicités. Combien étaient prévus au départ? Une cinquantaine, et finalement nous nous sommes retrouvés avec quasiment une trentaine, donc une défection d'un certain nombre de ces champions après le 7 octobre
pour de multiples raisons, que ce soit des raisons d'image, puisqu'il ne voulait pas, et je le regrette et je le déplore, et ça me scandalise d'ailleurs, être associé à notre démarche pédagogique, d'autres parce que ça ne rentrait pas dans leur cadre idéologique, d'autres pour des raisons probablement économiques, parce qu'un certain nombre sont liés à des intérêts qui ne sont pas favorables à Israël. Et malheureusement, et je le regrette, beaucoup ont fait un raccourci suspect entre ce qui se passe aujourd'hui en Israël et ce voyage qui n'avait pas d'autre ambition que de celle de voir ces athlètes aller à la rencontre, à la découverte d'Auschwitz-Birkenau. Moi, j'ai une question sur ces champions, justement, parce que j'aimerais savoir en fait qui ils sont, s'il y a des noms. J'ai entendu qu'il y avait peut-être des jeunes de l'INSEP. Est-ce que ce sont uniquement des champions français ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les profils des personnes que vous avez emmenées en voyage avec vous ? Alors déjà, vous parlez des jeunes de l'INSEP, je le déplore, mais l'INSEP n'est pas venu. Ils font partie de ceux qui ont fait le choix de ne pas venir à ce voyage alors qu'ils avaient initialement donné leur accord. Je ne vais pas commenter à votre micro et sur votre antenne les motivations de leur défection, mais oui, c'est assez regrettable. On peut les imaginer. Voilà. Et en revanche, vous voulez connaître celles et ceux qui ont participé à ce voyage ? Par exemple, si ce sont des champions qu'on connaît déjà, ça pourrait nous réchauffer le cœur. Ça va de champions du monde de boxe comme Jean-Marc Mormec, à des champions olympiques comme Camille Lacour, le nageur, à des médaillés olympiques de ski comme Florence Masnada, à des vainqueurs de la Coupe Davis comme Fabrice Santoro. Enfin voilà, on avait une délégation de très grands champions qui ont honoré de leur présence le sport français. Et vous avez donné quelques noms de très grands sportifs en effet. Je crois d'ailleurs c'est Camille Lacour qui a un tatouage en hébreu déjà sur lui, donc il devait avoir quand même une petite sensibilité. Non, c'est Gillot qui a un tatouage en hébreu. Et vous me parliez de la présence de athlètes étrangers. Oui, il y en avait quelques-uns, comme par exemple, je pense que vous le connaissez, Sonny Anderson, qui a été un historique avant-centre du club de Lyon. Et du Brésil et de Lyon, absolument. Et est-ce qu'on peut savoir au final quel a été leur ressenti après ce voyage ? Est-ce que parce que ils sont plus âgés, Sonny Anderson, il doit avoir 40, peut-être même 50 ans aujourd'hui. J'étais jeune à l'époque. 50, il a été éduqué quand même. Il a dû entendre parler de ça. Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose qui vous a marqué, qu'un des sportifs vous a raconté ? Il y a des anecdotes, pas vraiment, mais je peux vous citer, parce que ça m'a touché, ce qu'a dit Jean-Marc Mormec en disant qu'il avait été 6 fois champion du monde et de très rares fois KO, mais que celui-là, il le laissait vraiment au tapis. C'est une métaphore de boxe. Hein. Voilà. Et puis, un autre indicateur, c'est que comme nous sommes partis d'Orly à 6h du matin pour nous rendre à Cracovie, l'ambiance était digne d'une colonie de vacances. Ils étaient à la fois très contents de se retrouver, ces champions, parce qu'évidemment, la plupart se connaissent, et même ceux qui ne se connaissaient pas, l'enthousiasme de la découverte et de la rencontre faisait que c'était assez bruyant dans l'avion. Le retour, lorsque nous avons décollé de Cracovie pour nous rendre à Paris, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas un mot, personne ne parlait. C'était une séquence très surprenante quasiment de recueillement dans l'avion. Si on peut prendre un petit peu de champ au-delà de ce voyage, vous êtes peut-être au courant, puisque c'est paru, je crois, en octobre dans le Figaro, il y avait ce papier qui parlait de la fuite d'un document confidentiel du service central de renseignement territorial, le SCRT, une note intitulée « Le sport, vecteur de communautarisme », voire de radicalisme. Et il avait été rédigé donc en 2015. Et en 2023, la publication d'un livre, « Quand l'islamisme pénètre le sport », paru aux éditions Presse universitaire de France, rédigé par un fonctionnaire du ministère des Sports, sociologue et ancien gendarme, Médéric Chapiteau. Alors, la question est toute simple, c'est football,
basket et cette affaire du hijab de cette jeune fille, etc., sur le terrain de sport français, est-ce que ça veut dire que il y a une partie du sport français qui est tombée dans l'entrisme de l'islam, de l'islamisme? Alors, je suis très très mal placé pour vous répondre sur ces sujets. D'abord parce que je n'ai pas investigué davantage, je n'ai pas enquêté. Ce dont je peux parler, c'est d'un sport que je connais très bien. Que je connais bien, ne serait-ce que parce que je le pratique depuis de très nombreuses années et que je suis assez proche des dirigeants de ce sport, c'est le basket. Et je peux vous dire que l'action qui est menée par Jean-Pierre Suita, le président de la Fédération française de basket, et son directeur Raymond Boriot, est exemplaire. Ils sont contraints par la loi. La loi contraint en réalité ces fédérations à accepter, y compris devant de multiples recours devant la justice pour obtenir gain de cause, ils sont obligés de composer avec ce que la loi leur impose. Néanmoins, Jean-Pierre Suita, le président de la Fédération française de basket, qui compte 700 000 ou 650 000 licenciés, là-dessus est absolument formel. Il n'y a pas de place pour le communautarisme dans le basket, et donc par extension pour lui dans le sport. Il n'y a pas de signes ostentatoires religieux qui doivent être exhibés ou portés lors de rencontres. Et je pense que sa voix est une voix sage et qu'elle devrait porter, en tout état de cause, elle devrait être celle qui devrait présider à toutes les rencontres de sport en France. Voilà, j'ai pas plus investigué que ça. Je ne peux pas vous dire si le sport français est davantage ou moins gangréné par le radicalisme religieux et en particulier par un islamisme radical plus qu'avant ou moins qu'avant. Ce qui est certain, c'est que il va falloir être extrêmement vigilant et de ce point de vue-là, ne pas flancher. Le basket, c'est vrai, c'est un sport relativement épargné, à mon avis, par tout ça. Aux États-Unis. Non, il n'est pas épargné. Il y a systématiquement, en tout cas, il y a très régulièrement des jeunes filles qui souhaitent jouer. Oui, avec un voile. Oui, absolument. Pardon ? Avec un voile, par exemple. Mais et d'ailleurs, bon, on a vu dernièrement la polémique avec la basketteuse Gomis, ça, c'est autre chose. Absolument. C'est autre chose. Absolument. Non, vous avez raison. Mais justement, quand je repense à cette histoire de Mademoiselle Gomis, et quand je vois ce que vous avez effectué récemment dans ce voyage à Auschwitz, je me demande, et peut-être que certaines personnes nous regardent, est-ce que vous avez l'intention d'organiser un autre voyage et peut-être cette fois-ci réussir à emmener les jeunes de l'INSEP? Alors, attendez. D'abord, vous me parlez de Gomis. Gomis, il faut se rendre compte, peut-être que vu d'Israël, ça ne s'est pas vraiment vu. Le travail que nous avons réalisé avec Yonatan Arfi, et j'étais évidemment en tant que président de la commission sport du CRIF en première ligne, puisque c'est moi qui ai souhaité porter à la connaissance du comité olympique français, mais bien avant du ministère, l'odieux post qu'elle a publié sur ses réseaux et dont vous avez probablement entendu parler, qui était une sorte d'affreuse mise en scène sur des cartes de France où elle voyait une sorte de progression et une colonisation par les Juifs de la France jusqu'à recouvrir en 2023 l'intégralité du territoire de Magen David, sous-entendu la France a complètement annexé, a été annexée par les Juifs. Bon, il faut savoir que nous avons obtenu du comité olympique qu'elle soit démise de ses fonctions, qu'elle ne soit plus l'ambassadrice de Paris 2024. D'abord parce que, en légitimant les affreux massacres du 7 octobre, elle a commis un délit de provocation à la haine raciale et elle a légitimé le terrorisme. Et puis par ailleurs, elle s'est retrouvée dans une situation d'injure aux valeurs de l'olympisme. Pour toutes ces raisons, elle devait être démise de ses fonctions. Le ministère des Sports l'a souhaité et le comité olympique l'a validé. Elle n'est plus ambassadrice. Maintenant, pour ce qui est des étapes suivantes, est-ce que ce voyage est appelé à être répété? Oui. Ce voyage doit devenir un rendez-vous du calendrier sportif français. C'était une première, on va dire une première mouture, une première
expédition. Il y en aura d'autres. Et évidemment, je formule le souhait que non seulement les jeunes de l'INSEP y participent, mais bien évidemment que des sportifs en activité soient également du voyage, parce que sur cette première édition, nous n'avions pas de champion en activité, à l'exception d'un compétiteur de très grand niveau, qui est Cyril Benzaken, qui est champion du monde de kickboxing et qui remettra en jeu le 8 février prochain sa couronne mondiale. Jérôme. Ouais, dans le même esprit, j'allais vous demander, est-ce que il y a un documentaire, il y a des tables rondes, il y a une tribune dans la presse, il y a des choses qui sont prévues pour permettre un retour d'expérience, une transmission de la parole au niveau des participants? Alors, la presse française, et je m'en réjouis, a très largement couvert ce voyage. On a eu une double page dans l'Équipe, on avait une page entière dans Le Monde, on avait une matinale sur France Inter, on vous a vu sur CNews ? Sur C'est à vous le soir même. Moi j'ai participé à très nombreux plateaux, que ce soit sur CNews, que ce soit sur LCI, que ce soit sur Infosport. Et évidemment, ça me ravissait puisque j'ai créé moi-même Infosport. Non, la presse française a été unanime et massive. Par ailleurs, nous avions, et je m'en réjouis également, obtenu de RMC Découverte la production d'un documentaire qui donc sera produit et monté et diffusé avant les Jeux Olympiques et qui donnera lieu à des séquences formidables, puisque 3 grands champions vont incarner 3 athlètes juifs qui ont été déportés à Auschwitz. En l'occurrence, Vincent Moscato qui va raconter l'histoire de Victor Hume Pérez. Sophie Camoun, ancienne championne de France, qui va raconter l'histoire de Nakash. Et Richard Dacoury qui va raconter l'histoire d'un champion de football qui a été malheureusement, comme plus d'1 million d'autres, exterminé à Auschwitz. Alors, j'ai une question un petit peu provocatrice, mais on a parlé tout à l'heure de cette Madame Gomis, grande championne par ailleurs, c'est dommage, et qui, démise de ses fonctions, a saisi quand même, n'avait pas vraiment fourni d'excuses d'ailleurs, s'est permis de tweeter après et à des jeunes et pas de superbe façon. Alors finalement je me dis, mais est-ce que entre ce que vous disiez tout à l'heure, que lutter contre la Shoah c'est d'abord le rempart de l'éducation, mais est-ce que finalement avec cette influence des réseaux sociaux on n'est pas déjà un petit peu dépassé? C'est sûr qu'on n'est pas aligné sur la même cadence que les propagateurs de haine. Ils vont toujours plus vite que la raison et que l'éducation, mais il ne faut pas baisser les bras. Et pour ce qui est d'Émilie Gomis, vous dites que c'est une grande championne. Effectivement, c'est une grande championne, mais elle s'est discréditée, elle a déshonoré le sport français. Et moi, j'ai la conviction que, en tout cas, j'ai l'envie de croire que les éducateurs, eux, font ce travail-là. Il y a un travail sans relâche à mener pour prévenir le racisme et l'antisémitisme. On l'a vu ce week-end, vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé en Italie avec le gardien de l'équipe de France, donc ce gardien qui s'appelle Maignan, et pour lequel le cours du jeu a été interrompu. Moi, je regrette que les mêmes Mbappé et tous ses camarades qui se sont indignés dans la presse n'aient pas fait au moment du 7 octobre. Mais voilà, j'ai foi et j'ai confiance dans le sport français pour qu'il y ait une prise de conscience et qu'on arrive à éduquer comme il se doit et comme il le faut les champions pour qu'on ne banalise pas ni la haine raciale, et encore moins la haine antisémite. Vous avez raison de parler de temporalité et j'aimerais dire que vous êtes l'exemple même d'ailleurs de cette temporalité. C'est-à-dire que on est peut-être un peuple messianique, c'est-à-dire celui qui attend quelque chose, mais qui travaille en ce moment pour que ce temps arrive. Et je voudrais vous citer, vous écriviez 12 884 juifs ont été raflés le 16 juillet 1942. Un tiers étaient des enfants, peu survécurent, ce fut le cas de mon père. Le fils de 10 ans arraché au sien n'a jamais pardonné, pourtant il n'a jamais raconté, ou si peu.
et si tard. Il aura fallu l'arrivée dans notre famille, sans cousin, ni oncle, ni tante, de Prune, ma femme, pour que Sacha parle. J'avais déjà 30 ans, et lui plus du double. Eh bien, j'avais envie de vous dire, est-ce que vous pensez que d'en avoir parlé va changer les choses lorsqu'on voit l'anti-judaïsme, puisqu'il faut dire les choses, les appeler par leur nom, l'anti-judaïsme croissant dans le monde, devenir spectaculaire après le pogrom anti-juif du 7 octobre en Israël ? Je sais pas, je n'ai pas malheureusement de capacité de vision suffisamment puissante pour être formel. Ce dont je me rends compte, c'est qu'en tout cas pour ce qui est du sport, et là c'est factuel, hein, ce sont les chiffres qui le disent, c'est que j'ai l'impression, enfin même j'ai même la conviction que pour l'instant, le sport français n'est pas au diapason de la société française. Les 300% d'augmentation de délits et d'actes antisémites ne sont pas alignés ou ne sont pas proportionnels aux pratiques sportives. Le sport est encore assez épargné et tant mieux. Et quand je dis encore, j'espère qu'il le sera de manière durable, pour ne pas dire définitive. Le sport, vous savez, je ne sais pas si vous êtes pratiquant vous-même de sport, mais le sport, c'est la plus belle école de partage, de communion et de maximisation de la différence, des potentialités de la différence. Quand on joue au basket, mais c'est vaut pour le rugby, eh bien, on est content d'être différent. On est content quand on est petit d'avoir un grand dans son équipe parce qu'il va sauter, parce qu'il va récupérer des rebonds, parce qu'il va pouvoir contrer. Au rugby, c'est pareil. Quand on est agile, rapide, vif, alerte, on est aussi content d'avoir un copain très costaud qui va être capable de pousser en mêlée parce que la domination physique, à un moment, ça a un sens. Et donc, finalement, je crois que cette mosaïque de compétences préside mieux que rien, ou mieux que tout plutôt, à ce qu'on accepte la différence. Et cette différence-là, elle est constitutive d'un très beau rempart contre les violences et contre les discriminations. Voilà. D'ailleurs, vous avez tant et si bien raison que le CRIF ne lâche pas l'affaire, puisque les raisons de jouer ensemble, plutôt que de vivre parfois ensemble tout le temps, un peu un mot galvaudé, de jouer ensemble, eh bien, s'organise souvent. Je ne suis pas sûr que... Je me rappelle d'un match qui avait été joué en banlieue parisienne entre le Maccabi et puis une équipe de banlieue, et ça s'était mal terminé. Et d'ailleurs, depuis, j'y ai vu dans le sport des choses que je ne pensais jamais connaître, à savoir qu'un sportif refuse de rencontrer un autre sportif de nationalité israélienne. Je croyais franchement qu'on allait éviter en tous les cas ce milieu-là. Mais en tous les cas, de voir quelqu'un comme vous s'inscrire dans la temporalité, y croire, organiser ses voyages, et comme vous l'avez dit à Jérôme, vouloir donc l'inscrire dans la pérennité, je crois que là on tient le bon bout. C'est-à-dire que c'est peut-être nous qui arriverons au bout du chemin plutôt que les autres qui vont s'essouffler. Écoutez, en tout cas, moi j'ai un autre indicateur qui me ravit, puisque pas plus tard que cet après-midi à 14h, j'ai annoncé à Léon Lefkovitch, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, un Léon Lefkovitch, 93 ans, qui a été à l'âge de 10 ans enfermé dans le ghetto de Lodz, qui a survécu donc au ghetto de Lodz, qui a été déporté à Auschwitz à l'âge de 15 ans, qui a survécu à Auschwitz, qui a survécu aux marches de la mort, et qui, quand il est rentré à Paris, s'est dit, à l'âge de 15 ans, s'est dit, plus jamais on me marchera sur les pieds, plus jamais on me violentera, plus jamais on me traitera de sale juif, et c'est pour ça que je vais devenir le plus fort, qui est donc devenu champion de France d'haltérophilie. Eh bien, aujourd'hui, je lui ai annoncé qu'il sera porteur de la flamme olympique. Il sera l'un des relayeurs de la flamme olympique. Et si vous aviez vu sur son visage à quel point il était honoré et fier, y compris dans le souvenir de ses parents tant aimés et disparus, eh bien, rien que ça, j'ai fait la demande hier soir à 19h, on m'a répondu ce matin à 10h, et à 14h aujourd'hui, je l'en informais. Je me dis que, voilà, tout n'est pas si pourri. Et déjà, à titre personnel, je voulais vous féliciter parce que il faut admettre que beaucoup de personnes critiquaient le CRIF depuis quelques années sur plein de choses différentes.
Et il se trouve que depuis l'arrivée de Jonathan Arfi, et à titre personnel, encore une fois, j'avais jamais entendu parler d'une commission sport au CRIF, et que malgré tout, ces derniers mois, vous avez mené énormément d'actions, énormément de combats, que ce soit dans le football, avec Attal, le footballeur, dans le basketball, on a parlé, ce voyage-là, vous parlez de la flamme olympique. Et donc, je voulais très sincèrement vous remercier parce que, enfin, on a une voix qui porte. Et si vous me permettez, puisque vous êtes au CRIF, et donc vous touchez aussi un peu à la politique, et on parle des JO, on a vu ces derniers jours le député Thomas Porte, de la France Insoumise, la NUPES, qui a déclaré qu'il aimerait voir les Israéliens défiler en maillot blanc, sans étoile de David, sans drapeau d'Israël, pour les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire contre ce genre de personnes? Est-ce que le CRIF a l'intention de mener une réponse, quelque chose? Alors, je crois que Jonathan a déjà tweeté sur cette scandaleuse suggestion d'un député qui est indigne de la France et qui encore une fois déshonore lui aussi pour le coup les valeurs de la République. Là encore, je pense que nos actions conjuguées entre certains élus du CRIF qui sont très mobilisés sur les sujets politiques et puis ma modeste contribution à faire avancer quelques dossiers sur le sport nous aide. Vous avez bien entendu parler de la j'allais dire dégueulasse mesure que s'apprêtait à prendre Caprice, d'ailleurs la Fédération internationale de hockey, en souhaitant disqualifier l'équipe israélienne de ce mondial. Absolument. Oui, absolument. Ils sont revenus, vous en avez entendu parler, j'imagine. Oui, absolument. Donc ils sont revenus sur leur décision, Israël est donc réintégré, et d'ailleurs fort heureusement parce que ça aurait créé une jurisprudence. Il se trouve que ce président de fédération internationale, qui s'appelle Tardif, est franco-canadien, et que on a mené quelques actions dont je me dis qu'elles ont pu, à un moment, ramener à la raison ces instances fédérales, en tout cas cette instance fédérale. Voilà. Et donc, quant à ce député, bon, ça ne m'étonne qu'à moitié, puisque en réalité, ils sont coutumiers du fait, et heureusement, je trouve, et merci de relever l'action qui est menée par Jonathan depuis qu'il est président du CRIF, mais je trouve assez formidable la façon dont il se saisit des dossiers et dont il réussit avec beaucoup d'obstination et de mérite à obtenir des résultats de premier ordre. Oui, non, c'est indéniable. Excuse-moi, vraiment, vous transmettrez nos remerciements, nos félicitations, parce que vraiment, depuis sa prise en main, on sent un réel changement, et dans la parole, et dans l'action. Et encore une fois, je vous félicite à vous aussi, Commission des Sports, parce que avant votre arrivée, j'en avais jamais entendu parler. Et depuis votre arrivée, on parle de vous tout le temps, et d'un seul coup, encore une fois, le CRIF, quand ça vient des antisémites. Alors quand c'est les antisémites qui parlent du CRIF, ça veut dire que vous agissez. En tous les cas, on voulait vous remercier vraiment pour cette invitation ce soir. Cette réponse à notre invitation, pardon. Et puis surtout, puisqu'on en est à faire des salutations, saluer aussi Richard Dacoury. Vraiment, d'abord pour l'homme qu'il est. Ah oui, vrai mensch. Et vous l'êtes aussi, d'ailleurs, aussi. Donc, je rappelle que vous êtes à la tête de Bismart, donc un média d'information économique, où d'ailleurs, à l'intérieur des intervenants, on peut y retrouver aussi des têtes connues, des gens qu'on aime beaucoup, de grands journalistes. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour ce que vous faites et ce que vous ferez, j'en suis sûr. Nous serons avec mon épouse le 12 février en Israël. On se réjouit de venir vous embrasser en Israël. Eh bien, ça, vous serez les bienvenus en tous les cas sur le plateau de Tandem TV, au milieu des amis. Ici, vous n'avez que des amis, c'est sûr. Merci Pierre. Je suis très sensible. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir.